plaisir, pas d'être physiquement à Dijon, mais voilà, d'être en ligne avec vous. Ça fait plus de 10 ans que je suis pas venu à Dijon, mais j'étais venu au moment de ma thèse à plusieurs reprises pour des conférences et un séminaire. Et donc, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui pour vous présenter donc ce travail en cours avec Christian Behrens, qui était déjà co-auteur sur le papier que Jacques a présenté il y a 15 jours, et un de nos doctorants ici à l'UQAM, Théophile Njamou. C'est un travail en cours, c'est à ce point en cours qu'en fait c'est la première fois que je le présente et donc tous vos commentaires, toutes vos réactions seront vraiment les bienvenus. Donc n'hésitez pas, enfin, voilà, à poser vos questions, à intervenir, ce sera très très utile. Donc l'espace foncier utilisé pour la production est loin d'être négligeable, hein. Donc le premier constat duquel part ce papier, c'est celui-ci. Si on regarde les chiffres, par exemple, donc les chiffres de l'Institut statistique allemand, c'est 45% de l'espace bâti qui est utilisé en Allemagne à des fins de production. Et si on se base sur un graphique qui est dans le chapitre de handbook de Gilles Duranton et Diego Puga de 2015, le chapitre intitulé Land Use dans l'aire métropolitaine de Paris, c'est entre 30 et 40% de l'espace bâti qui est aussi utilisé à des fins commerciales, hein. Et donc des fins commerciales, c'est vraiment les fins de production, c'est-à-dire à la fois le commerce, mais aussi tout ce qui est manufacturier, tout ce qui est espace de production. Et donc, de fait, je pense que personne n'a besoin d'être convaincu ici dans l'assistance que le foncier est important quand on s'intéresse à l'économie urbaine. Et donc, du point de vue de la théorie, hein, de la manière dont on appréhende d'un point de vue théorique en économie urbaine l'espace foncier, les choses sont assez claires, je dirais, du point de vue de l'espace foncier résidentiel, puisque donc, le modèle de la ville monocentrique initié par Alonso, Mills et Muth, a effectivement, bon, voilà, est très très présent avec ces multiples extensions qui sont là aussi recensées dans l'article de Gilles Duranton et Diego Puga, hein, et donc ce modèle de ville monocentrique avec toutes les activités au centre et des travailleurs qui vont travailler au centre mais qui se distribuent le long de la ligne en arbitrant entre leur consommation d'espace foncier et en même temps le salaire qu'ils peuvent percevoir net des coûts liés au transport. Donc, si le cadre d'analyse d'un point de vue théorique est assez clair pour ce qui concerne le côté résidentiel, en revanche, du côté de la théorie de la production, le rôle de l'espace foncier est beaucoup moins, enfin la manière de modéliser plutôt, le rôle du foncier dans la production est beaucoup moins stabilisé. Donc, l'espace foncier n'est pas absent du tout, hein, il est présent dans plusieurs modèles, mais la manière dont on l'introduit dans la fonction de production est très variable. Donc, il y a deux papiers de Ogawa et Fujita, l'un dans lequel, par exemple, on a une fonction de production vraiment avec parfaite complémentarité entre les deux facteurs. Un autre de ces articles où là, en revanche, c'est entièrement coût fixe. Chez Lucas et Rosiansberg, on a une fonction de production de Cobb-Douglas, et j'aurais pu ajouter plus récemment le papier de Cécile Gobert dans l'American Economic Review, où là même l'espace foncier est finalement pas directement, donc un papier qui voilà, traite du spatial sorting des entreprises et où là l'espace foncier n'est pas du tout modélisé. Si on s'intéresse à l'analyse empirique, là encore, pas mal de choses du point de vue de l'analyse empirique pour l'espace, pour le foncier résidentiel, hein, avec donc là, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout un tas de travaux avec des analyses de déterminants de prix, hein, avec l'estimation de régression hédonique, où on s'intéresse aux déterminants de prix foncier résidentiel, avec, c'est comme ça qu'on étudie par exemple, en contrôlant des caractéristiques des logements, l'impact de la qualité des écoles, l'impact de la pollution, l'impact de tout un tas de choses sur les prix fonciers. Pas mal de littérature aussi sur la question de la régulation et du lien entre régulation sur la construction et les prix fonciers, et aussi un certain nombre d'articles qui essayent d'aller tester, hein, certaines des prédictions de la théorie en économie urbaine, notamment sur les gradients, hein, pour voir si on observe bien ces gradients prédits par le modèle de la ville monocentrique. Du point de vue de l'analyse empirique du foncier pour utiliser pour la production, là il y a beaucoup moins de choses. Donc il y a quelques papiers qui regardent aussi des déterminants de prix du foncier commercial.
Il y a un certain nombre d'articles, dont un récent de Pierre-Philippe Gilles et Laurent Gobillon, sur la fonction de production dans le secteur de la construction, hein, mais où là, donc, du coup, quelque part, l'espace foncier est plus un input qu'un facteur de production en tant que tel, enfin, qu'une forme de capital, je veux dire. Là aussi, des choses sur régulation et productivité des entreprises, mais finalement, très, très peu de choses. Et en tout cas, en ce qui concerne la prise en compte donc, de l'espace foncier comme une forme de capital utilisé dans le processus de production, eh bien, à ma connaissance, il y a 2 articles qui estiment des fonctions de production avec de l'espace foncier. Un de Gilles Duranton, Bill Kerr et 2 co-auteurs, et un autre d'Ariditya Sood, récent, et qui estime en fait une fonction de production comme Douglas. Hein, donc voilà, c'est un peu le paysage, moi, que ma lecture de la littérature me permet de dessiner sur la manière dont on prend en compte le foncier dans la littérature à des fins de production. Et donc, nous, ce que l'on fait, en fait, ici, en partant de ce constat, en fait, qu'il y a très peu de choses, finalement, d'un point de vue empirique, sur l'analyse du rôle de l'espace foncier dans le processus de production des entreprises, eh bien, ce qu'on s'est dit avec Christian et Théophile, c'est que, eh bien, allons chercher des données, allons essayer de mesurer la quantité d'espace foncier utilisé par les entreprises et essayons de voir ce que les données nous disent sur la manière dont l'espace foncier intervient dans la production et sur comment la prise en compte de cet espace foncier empiriquement permettrait de revisiter un certain nombre de questions. Donc, ce qu'on fait dans cet article, c'est qu'on a collecté des données, je vais revenir sur ces données qu'on a collectées, qui nous permettent de construire 3 mesures d'espace foncier utilisées par les entreprises, 3 mesures, c'est-à-dire la superficie des parcelles sur lesquelles sont localisées les entreprises. Et quand je parle d'entreprise, ici, on va parler d'établissements manufacturiers. Donc la taille des parcelles, on va avoir une mesure de superficie au sol des bâtiments, hein, donc c'est l'empreinte au sol des bâtiments, et on va avoir aussi une mesure véritablement de superficie de l'entreprise, hein, donc c'est-à-dire pas juste l'empreinte au sol, mais vraiment en prenant en compte aussi le nombre d'étages. Et donc, on va fournir un certain nombre de faits stylisés qui nous paraissent nouveaux, en tout cas du point de vue empirique, sur la consommation d'espace foncier par les entreprises manufacturières, par les établissements manufacturiers. Et on va, une fois qu'on aura établi ces faits stylisés, montrer 2 applications qui peuvent être faites à partir de notre base de données. Donc, une première application où on va estimer des gradients, hein, étudier les gradients dans la consommation d'espace foncier par les établissements manufacturiers au Canada. Hein, donc, j'insiste, des gradients de quantité de consommation et pas des gradients de prix. Ici, il n'y aura pas de prix. Hein, donc, on va parler des prix, mais on n'a pas de données directement sur les prix. Et puis, on va voir aussi comment la prise en compte de la consommation d'espace foncier permet de revisiter la question de la mesure de la concentration spatiale des secteurs. Et donc, en 2 minutes, les principaux résultats qui se dessinent de notre analyse. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne les faits stylisés, ce dont je vais essayer de vous convaincre, c'est que les données montrent que la consommation d'espace foncier par les entreprises manufacturières a 2 caractéristiques. Il y a d'une part une partie probablement non négligeable du foncier qui est utilisé, qui est un coût fixe. Et par ailleurs, en termes de substituabilité entre le foncier et les autres facteurs de production, eh bien, il semblerait qu'on ait quand même plutôt de la complémentarité que de la substituabilité, c'est-à-dire en fait une élasticité de substitution plutôt inférieure à 1. Ces 2 résultats, du coup, jetant un peu le doute, ou en tout cas invitant à la prudence quant à l'utilisation de la fonction de Cobb-Douglas, c'est-à-dire d'une élasticité de substitution égale à 1 entre les facteurs de production, pour modéliser ou pour analyser le rôle de l'espace foncier dans le processus de production des entreprises. Cette complémentarité entre les facteurs de production, on montre qu'elle est particulièrement forte, notamment, ce qui est probablement pas très surprenant, mais enfin pour l'espace intérieur plutôt que pour l'espace extérieur. L'espace extérieur, c'est-à-dire la parcelle, enfin, par rapport à l'espace intérieur qui est l'empreinte au sol ou même voilà, cette empreinte au sol qu'on utilise pour mesurer aussi en fonction du nombre d'étages un espace utilisé par les bâtiments.
Et enfin, donc, en ce qui concerne l'utilisation, donc la raison pour laquelle je vous dis ça, donc la complémentarité est probablement plus forte pour l'espace intérieur que pour l'espace extérieur, c'est que quand on regarde les gradients, eh bien, on voit qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne des centres des aires métropolitaines, on a bien la taille des parcelles des entreprises manufacturières en contrôlant de tout un tas de choses qui augmentent, mais ce n'est pas le cas pour l'empreinte au sol des bâtiments ou pour la superficie des bâtiments. Enfin, donc, ce qu'on fait dans la dernière partie, c'est qu'on estime des indices de concentration à la Duranton et Overman, hein, donc en espace continu. Et ce qu'on montre, c'est que quand on prend en compte l'espace foncier pour construire cet indicateur, ça change un peu la donne sur la classification dichotomique, ou trichotomique, je devrais dire, des industries en dispersées, distribution aléatoire ou industrie concentrée spatialement, mais en revanche, du point de vue de l'image générale qui se dégage, prendre en compte le foncier, ça ne change pas radicalement la conclusion de la plupart des articles qui estiment ces indices de concentration et qui montrent que globalement, les industries manufacturières ne sont pas extrêmement concentrées spatialement. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade sur le programme des réjouissances pour les 40-45 minutes qui viennent? Non? Bon. S'il n'y a pas de questions, voilà ce que je vous propose. Je vais d'abord donc vous présenter un peu les données. Et donc là, je crois que et même le temps que je vais passer à vous présenter ces données ne rendra certainement pas justice à tout le travail qu'il y a eu derrière pour collecter ces données et les mettre en forme. Et rendons César ce qui est à César, un travail qui a été en grande partie effectué par Théophile, donc notre doctorant à Christian et à moi, que nous avons assisté dans ce travail-là, mais il avait vraiment été la cheville ouvrière là, pour mettre en place cette base de données. Et donc, une fois que je vous aurai présenté, qu'on sera tous donc sur la même longueur d'onde en termes de ce que nous avons comme données, je vais donc, à travers des régressions finalement assez simples, vous proposer une analyse des déterminants de la consommation d'espace foncier par les entreprises manufacturières. Et puis ensuite, on fera donc deux focus, un sur ces gradants en termes de quantité d'espace foncier consommé par les entreprises manufacturières au Canada et cette mesure d'indice de concentration qui prend en compte plus sérieusement donc, que ça n'a été fait précédemment, la quantité d'espace foncier utilisé par les entreprises. Ok, donc en termes de données, première base de données que nous utilisons, c'est une base de données commerciale qui recense à peu près l'ensemble des établissements manufacturiers au Canada et grâce à laquelle nous avons le secteur d'activité de ces établissements avec un niveau de précision très très fin, hein, puisque on a le code industriel nord-américain à 6 chiffres. On ne va pas travailler à 6 chiffres, on va plutôt travailler à 3 ou 4 chiffres, mais voilà, donc une très grande précision en termes de secteur d'activité. Grâce à cette base, nous avons aussi le nombre d'employés. Donc, ce n'est pas des données de bilan, hein, donc ce n'est pas l'équivalent des données fiscales pour ceux qui travaillent avec les données françaises, des données fiscales ou même des enquêtes annuelles d'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a pas le stock de capital, hein, mais on a le nombre d'employés de ces établissements et on a de l'information aussi sur est-ce que l'établissement est le terme en anglais maintenant m'échappe, headquarter ou si l'établissement est un établissement exportateur. Et on a aussi absolument fondamental pour le travail que nous faisons ici de construction des données, l'adresse de l'établissement. Hein, donc ça, c'est la première base de données que nous avons. De l'autre côté, Théophile a collecté tout un tas de bases de données et là, on a à la fois des bases de données administratives et ce qui n'est pas toujours simple au Canada parce que donc, ces questions d'espace foncier, notamment et de cadastre, ce n'est pas du tout géré au niveau fédéral, c'est géré au niveau provincial et parfois même à l'échelle des municipalités. Hein, donc, avoir des bases de données aussi exhaustives que possible sur l'espace foncier, ce n'est pas évident. Mais donc, Théophile est allé chercher tout un tas de bases de données administratives et de bases de données qui sont en libre accès sur Internet sur des polygones hein, de parcelles et sur des polygones de bâtiments. Okay, et donc,
finalement, les différents types de données que nous avons, c'est représenté quelque part dans ce petit schéma. Hein. Certaines bases de données nous donnent donc les polygones des parcelles, hein, c'est ce que vous avez ici représenté en marron clair. D'autres nous donnent la portion noire, l'ombre que l'on voit ici, c'est-à-dire les polygones des bâtiments. Et donc, vous voyez que grâce à ces deux types de polygones, on peut calculer des superficies de parcelles ou des superficies de bâtiments. Et puis, dans certaines des bases de données, on a aussi la hauteur des bâtiments. Et grâce, donc j'y reviendrai, mais à cette empreinte au sol et la hauteur des bâtiments, on peut calculer une superficie en termes de surface au sol à l'intérieur du bâtiment. Et donc ça, c'est ce que je vais vous détailler dans la diapositive suivante. Hein. On va essayer de mettre ensemble ces deux bases de données grâce à l'adresse. Hein. Donc d'assigner en gros les établissements du secteur manufacturier au Canada à ces polygones de parcelles et à ces polygones d'établissements. On utilise enfin d'autres bases de données, des bases de données issues du census, excusez-moi pour ce franglais, du recensement de la population qui va nous permettre de calculer des densités de population à un niveau spatial fin. Et on a aussi des données sur le zonage de l'espace, le zonage en termes d'espace à dominante résidentielle, espace à dominante commerciale, espace à dominante gouvernementale ou autre. OK. Donc, on rentre maintenant dans le dur. Et donc, encore une fois, je ne vais pas être extrêmement long là-dessus, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et Théophile est connecté aussi, donc Théophile pourra aussi intervenir s'il le souhaite pour apporter des précisions. Hein, mais donc, une étape importante de ce travail, ça a été d'apparier la base de données Scott qui nous donne donc l'adresse et un certain nombre d'informations sur les établissements et les bases de données avec les polygones sur les parcelles et les bâtiments. Donc, la première étape, c'est du géocodage. Hein. Donc, grâce à l'adresse en fait, contenue dans la base Scott, on a géocodé, c'est-à-dire assigné une latitude et une longitude à ces établissements. Pour ceux qui ont déjà fait du géocodage, vous savez que, voilà, dit comme ça a l'air très très simple. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'on fait généralement quand on fait du géocodage, c'est qu'on utilise plusieurs processus de géocodage et on voit la fiabilité de l'information retirée par ces processus de géocodage en comparant la latitude et la longitude que différents types de processus peuvent donner. Donc ici, on a utilisé trois processus, donc deux pour lesquels on a utilisé en fait le système de géocodage de Google, le Google API, mais l'un où on fait le géocodage à partir de l'adresse, l'autre à partir duquel on fait le géocodage à partir de l'adresse et du nom de l'entreprise. Et on a utilisé une troisième méthode, le géocodage qui est fait par Microsoft. Microsoft crée aussi des bases de données de bâtiments et de parcelles et donc donne des informations là-dessus pour un certain nombre de pays dans le monde. Il y a des informations pour le Canada et donc on a utilisé aussi l'information contenue dans ces bases et donc par comparaison de l'information que nous avons retirée, on a assigné une latitude et une longitude à ces établissements, ce qui nous permet d'obtenir le fichier que vous avez, enfin le type d'information que vous avez là que je pointe avec ma souris, c'est-à-dire qu'on peut avoir des points où sont représentés les établissements. La deuxième étape, c'est de voir quelles sont les parcelles ou les bâtiments au sein desquels se situent ces points. Et donc pour ça, on utilise en fait les bases de données administratives ou en accès libre que nous avons pu trouver sur les shapefiles en fait, hein, donc sur les polygones des bâtiments et des parcelles. Donc ça ressemble, enfin voilà, là ici c'est pour des parcelles. Hein, vous avez, je pointe le type d'information que l'on peut avoir et donc le but c'est de superposer ces deux types d'informations pour obtenir ici la troisième représentation que je vous mets là au bas de la diapositive, hein, c'est-à-dire qu'on a des points qui tombent sur des parcelles. Là encore, pour ceux qui ont déjà peut-être travaillé avec ce type de données, vous savez que ce n'est pas en pratique toujours aussi joli que ce que vous avez là. Tous les points ne tombent pas exactement sur des parcelles et donc là, il y a tout un travail qui est fait aussi pour prendre la décision d'assigner un point
à une parcelle. Et donc intuitivement, ce travail, en quoi est-ce qu'il consiste? Eh bien, si le point ne tombe pas exactement sur une parcelle ou sur un bâtiment, eh bien, le travail, ça consiste à assigner le point à la parcelle ou au bâtiment le plus proche sur la base du centroïde ou sur la base de la comment on appelle ça, la border, de la frontière, quoi. Enfin, en gros, de la parcelle ou du bâtiment le plus proche. Là encore, voilà, tout un tas de choix à faire et je vous le montrerai après. On a un certain nombre de procédures pour vérifier la qualité de l'appariement que nous sommes capables de faire. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Non, toujours pas? Toujours pas de questions. Très bien. S'il n'y a pas de questions, donc je continue. Donc, grâce à cet appariement, donc on peut construire trois types d'informations sur la consommation d'espace foncier par les établissements manufacturiers. Donc, une première information, ça va être la superficie de la parcelle sur laquelle l'établissement est assigné. Donc, puisqu'on a le shapefile, eh bien, on peut, grâce au shapefile, calculer la superficie. Donc, c'est ce qu'on va appeler la parcel-based measure de la consommation d'espace foncier par l'établissement. Une autre mesure de consommation d'espace foncier, ça va être l'empreinte au sol du bâtiment, cette fois-ci, pas de la parcelle, mais donc du bâtiment auquel est assigné l'établissement. Et enfin, la troisième mesure, ça va être une mesure d'espace, pas d'empreinte au sol, mais vraiment de floor space, donc d'espace intérieur, si vous voulez, Excuse-moi, Florian. Ouais, on a une Lionel. question de Mathieu. Donc, je laisse la parole à Mathieu Gunel. Oui, Mathieu, je vous écoute. Alors, je vois ok, j'ai vu la question dans le chat, je ne l'entends pas. J'ai vu la question dans le chat. Comment faites-vous pour gérer les étages? Donc, je vais y revenir dans un instant, Mathieu. Clairement, cette mesure d'espace au sol, on ne la construit que pour les établissements qui sont assignés à des bâtiments pour lesquels on est capable d'avoir de l'information sur, alors pas forcément le nombre d'étages, mais sur la hauteur du bâtiment. Je m'explique. En fait, sur un sous-échantillon de la base, on a à la fois le nombre d'étages et la hauteur du bâtiment. Donc, ce que l'on est capable de faire sur ce sous-échantillon-là, c'est d'estimer la régression suivante. Le nombre d'établissements est régressé sur une constante et sur la hauteur du bâtiment, ce qui nous permet d'estimer des paramètres alpha et bêta. Et donc ensuite, pour tous les bâtiments pour lesquels on a la hauteur, on est capable d'inférer grâce aux paramètres alpha et bêta que nous avons estimés, le nombre d'étages. Et une fois que nous avons le nombre d'étages, eh bien, on multiplie l'empreinte au sol du bâtiment par le nombre d'étages pour avoir cette mesure floor space. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Ouais. Parfait. Voilà, donc trois mesures. Mais clairement trois mesures. Florian, oui. J'aurais Lionel. juste une question. Oui. Est-ce que vous auriez d'autres caractéristiques qui permettraient d'inférer peut-être le nombre d'étages? Je pensais par exemple l'âge du bâtiment ou des choses comme ça, des effets quartiers ou... Non, malheureusement, on n'a pas ça. Après, honnêtement, ce dont on se rend compte, c'est que évidemment qu'il y a un peu de variation dans en gros, la hauteur sous plafond, quoi, si je puis dire, mais la hauteur moyenne par étage, il n'y a pas tant de variance que ça, en tout cas pour les bâtiments pour lesquels on a l'information. Et donc, du coup, on est plutôt confiant dans la mesure qu'on a là. Ok, merci. Merci. Je vois d'autres questions dans l'espace de conversation. Christian répond en fait en privé, il me le dit à moi. Oui, une autre chose que l'on fait effectivement aussi, une des raisons, petite précision pour laquelle on se concentre sur le manufacturier, c'est que par rapport au service, notamment cette question des étages est souvent moins importante. On est moins, quand on parle de manufacturier, sur des établissements qui sont dans des buildings de plusieurs étages. Ok.
Donc, cette information sur l'espace foncier, clairement, on ne l'a pas pour tous les établissements de la base SCOTS que nous utilisons au départ. Donc, ici, vous avez un tableau sur lequel je vais passer avec vous un petit peu de temps parce que ça me permet de discuter aussi un certain nombre d'hypothèses que nous faisons pour essayer d'avoir voilà, l'information de qualité maximale sur cet espace foncier. Donc, au départ, le nombre d'établissements que nous avons dans la base Scott au Canada, c'est pour l'année 2017, c'est 32 871. Première chose qu'on fait, c'est qu'on laisse de côté certaines provinces et territoires, en gros le Grand Nord. Quoi. Enfin, donc vous voyez, on perd 44 établissements, c'est pas grand-chose, hein, mais voilà, quand on dit qu'on enlève les provinces avec très très peu d'observation, c'est voilà. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Canada, enfin, voilà, il y a tout cet espace Grand Nord où il n'y a pas grand-chose et donc qu'on élimine. Deuxième étape, on élimine les établissements pour lesquels nous ne sommes pas satisfaits de la qualité du géocodage, c'est-à-dire donc là l'étape où à partir de l'adresse et du nom d'établissement, on utilise 3 méthodes pour géocoder. Lorsque ces 3 méthodes donnent des choses trop différentes les unes des autres et que du coup nous ne sommes pas très confiants sur la latitude et la longitude de l'établissement, on élimine et donc là on perd 15% de la base du fait d'un mauvais géocodage. Enfin d'un géocodage dont on n'est pas très satisfait. L'étape d'après, et c'est là où c'est vraiment, on perd, en tout cas, pas tellement pour les buildings, pour l'empreinte au sol, mais pour les autres mesures où on perd pas mal d'informations, c'est que eh bien, on n'a pas des parcelles, où on n'a pas des polygones pour les bâtiments, où on n'a pas des polygones sur les bâtiments qui nous donnent aussi la hauteur des bâtiments pour tout le Canada. Hein, donc, deuxième étape, eh bien, évidemment, on perd tous les établissements qui sont dans des zones pour lesquelles nous n'avons pas réussi à avoir d'informations de shapefile, quoi, enfin, qui nous permettent d'avoir ces polygones. Je vois une question de Catherine. Du coup, vous avez estimé la marge d'erreur. Quel est son ordre de grandeur et est-ce qu'on fait une analyse de servibilité en fonction de l'ampleur possible de l'erreur? Donc, on ne fait pas une estimation en tant que telle de la marge d'erreur. Ce que l'on a fait, et c'est donc c'est Ok, Catherine, est-ce que je peux répondre dans 2 minutes? En fait, je réponds dans 2 minutes à ta question. On fait des choses un peu dans cet ordre d'idée. C'est ce que j'allais te proposer. Pardon, j'entends pas. C'est ce que j'allais te proposer, c'est-à-dire te répondre plus tard, en fait. J'entends très très mal. Oui. Pas de souci. Je vais mettre un truc. Pas de souci. Catherine, je suis désolée, je ne t'entends pas du tout. Catherine, on ne t'entend pas, oui. Oui, j'ai pourtant mis mon micro, mais je ne comprends pas. Ah, là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Ah, d'accord. Oui, je disais, c'est ce que j'allais te proposer, de me répondre plus tard, parce que je me rends compte que tu étais peut-être en train d'aborder le sujet, en fait. Oui, c'est ça. Là, j'y viens dans une minute ou plus tard. Pas de souci. Donc voilà, donc vous voyez que donc notamment effectivement, cette information est donc les shapefiles, enfin les polygones, c'est plutôt pas mal pour les empreintes au sol des bâtiments. On ne perd que 5,6% des observations de la base additionnelle du fait de l'absence d'informations sur l'empreinte au sol. En revanche, on perd beaucoup plus pour les parcelles et pour la superficie intérieure où on prend en compte le nombre d'étages aussi parce qu'en fait, on a vraiment pour pas mal de bâtiments, en fait, on n'a pas la hauteur du bâtiment et donc on ne peut pas calculer cet espace intérieur au sol. Étape d'après, une fois qu'on a ces informations-là, eh bien, on va enlever les informations pour lesquelles l'empreinte au sol du bâtiment est supérieure à la superficie de la parcelle. Parce que là, c'est que manifestement, enfin voilà, par définition, l'empreinte au sol du bâtiment ne peut pas être plus grande que la parcelle. Donc là, c'est qu'il y a clairement de l'erreur quelque part, donc on enlève. Autre étape. Sur une même parcelle ou dans un même bâtiment, parfois il y a plusieurs établissements qui peuvent se retrouver assignés. La question se pose du coup de comment est-ce qu'on alloue ensuite l'espace entre les différents établissements sur la parcelle ou dans le bâtiment. Donc là, pour restreindre l'erreur de mesure, en fait, minimiser l'erreur de mesure, on va se restreindre aux établissements pour lesquels il y a au maximum un voisin. Puisque au-delà d'un voisin, on se dit que ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup trop d'établissements sur cet espace-là et que du coup, calculer exactement l'espace qui revient à chaque établissement est
est assez compliqué. Donc, on se restreint aux établissements qui ont au plus un voisin. Vous voyez qu'on ne perd pas tant que ça d'observation. Et on ne perd pas tant que ça d'observation parce qu'on justement, on travaille on travaille sur le manufacturier, que donc pour le manufacturier, souvent, eh bien, en fait, il y a un seul établissement dans le bâtiment ou sur la parcelle. Mathieu me demande pourquoi ne trouve-t-on pas les polygones. Si la question c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas les polygones pour l'ensemble du Canada, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de fichier central. Alors, enfin oui, vu de France, ça peut paraître peut-être un peu étonnant parce qu'effectivement, dans un pays centralisé, il y a le cadastre et on peut se dire qu'à la limite, on contacte le ministère de l'Équipement et on a accès au cadastre pour l'ensemble du pays. Dans un État fédéral comme le Canada, c'est beaucoup plus compliqué et donc ces questions cadastrales sont gérées en fait au niveau des municipalités, parfois supplémentées par les provinces, mais on n'a pas de fichier centralisé qui nous permettrait d'avoir l'information pour l'ensemble du pays. Est-ce que c'était la question, Mathieu ? Ouais, du coup, ma question, je ne sais pas si tu m'entends, oui. C'est est-ce qu'il faudrait mieux pas en fait partir de la base où vous avez l'information et ensuite voir dans ces zones-là quels sont les cas où il n'y a pas d'appariement. C'est ce qu'on fait. Alors, donc, ça revient en fait avec l'erreur de mesure. Donc, en gros, du coup, je passe tout de suite au point d'après. On enlève les observations pour lesquelles nous ne sommes pas, on pense qu'il y a une mauvaise mesure de l'espace foncier. Donc, ça, comment est-ce qu'on le fait? Parce que, donc, pour le Québec, il s'avère qu'on a à la fois donc, les polygones pour les parcelles et pour les bâtiments, et que par ailleurs, on a eu accès au Québec, pour le Québec au fichier centralisé là, du cadastre. Et que dans ces deux bases de données que nous avons, il y a un identifiant en fait, des polygones qui est identique. Donc, on est capable, en gros, de vérifier dans le cas du Québec que l'assignation que nous avons faite sur la base du géocodage à des polygones correspond bien à ce qu'il y a dans le fichier du cadastre. Et de mémoire, l'assignation, elle est correcte sur l'ensemble des établissements québécois qui sont dans la basse-côte pour 78% des observations. Et en fait, en fonction de la nature des choix qu'on a fait dans l'assignation, on est capable de voir dans quel cas même ce pourcentage d'assignation correcte est supérieur à 90%. Donc, c'est grâce à ça, je vous passe les détails, je vous assure, c'est un peu mais grâce à ça, grâce à ces informations sur le Québec, on est capable de voir en gros dans quel cas les assignations sont le plus correctes, et donc de calculer une probabilité d'assignation adéquate. Est-ce que ça répond à la question de Catherine et de Mathieu? Oui, c'est bon pour moi. C'est bon, oui, c'est bon. Mais donc vous voyez, donc là quand on parle de 78% sur l'ensemble de la base et après en fonction des choix que nous faisons du coup pour éliminer les informations incorrectes, on est à plus de 90%, on est relativement satisfait de cette assignation que nous faisons. Donc à la fin, on ne va pas se mentir, on perd quand même pas mal d'observations par rapport à la base cote. Le fichier qu'on utilise à la fin, eh bien on a une mesure de la parcelle, de la superficie de la parcelle pour 22% des établissements manufacturiers au Canada. On a une mesure de l'empreinte au sol du bâtiment pour 60%, et on a une mesure de l'espace au sol quand on tient en compte de la hauteur pour une dizaine de pourcents. C'est pas un problème en soi. Je sais que, actuellement, on travaille de plus en plus avec des données administratives exhaustives. Je le fais moi aussi, et quand c'est le cas, c'est fantastique. Mais enfin, on peut travailler sur des échantillons et pas sur des populations complètes, dès lors que ces échantillons ont un degré de représentativité qui n'est pas trop mauvais. Et donc là-dessus, c'est ce qu'on fait. On essaye de voir quel est le degré de représentativité de notre base. Et donc, ce que l'on observe, c'est que si on regarde la représentativité en termes de provinces canadiennes pour la mesure de l'empreinte au sol du bâtiment, c'est excellent. Il y a une corrélation entre la part de chaque province dans notre base et la part de chaque province dans la basse-côte de 1. Donc, pour l'empreinte au sol des bâtiments, c'est parfait. Pour les parcelles, ça l'est beaucoup moins. La corrélation est de 65%. Et pour la hauteur des bâtiments, c'est à nouveau très bon, c'est à 92%. En termes, donc voilà, et pour les parcelles, ça revient au fait que le 65%, c'est dû au fait que pour un certain nombre de provinces, on n'a juste aucune parcelle, pour aucune municipalité.
En termes de représentativité sectorielle, là c'est excellent. On a une représentativité une corrélation de 98% entre la part des secteurs pour chacune de nos 3 mesures. Hein. Donc c'est vraiment ici, voilà, on calcule la part des secteurs manufacturiers dans notre base pour lesquels on a l'information parcelle, l'information empreinte au sol, l'information floor space. Et quelle que soit voilà, la mesure, on a une représentativité excellente avec une corrélation de 98%. Donc il n'y a pas de sélection tellement sur la base des secteurs. Question qui peut rester en termes de représentativité, c'est est-ce qu'il y a des caractéristiques observables des établissements sur lesquels on voit qu'on aurait des échantillons qui seraient en partie sélectionnés. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre base de départ, hein, donc on prend les établissements qui sont dans la base COPS, on met une information 1 ou 0 selon que l'on a l'information pour parcelle ou pour building ou pour floor space, et on regarde comment cette information corrèle avec un certain nombre de caractéristiques observables. Vous avez les informations ici. Une fois qu'on tient compte, donc regardez les 3 dernières colonnes. Une fois qu'on contrôle des faits fixes pour le secteur d'activité et pour les economic regions, si j'y reviendrai, ce sont des sous-espaces des provinces canadiennes, eh bien, il y a clairement, il semblerait une surreprésentation des établissements dans les zones les plus denses. Ça renvoie juste au fait que le géocodage est beaucoup plus compliqué dans les espaces peu denses. Hein. La qualité du géocodage est bien meilleure quand on est dans des endroits où il y a pas mal d'activités. Et donc, bien là, voilà, le fait qu'on ait une surreprésentation des établissements dans les zones plus denses, ça renvoie à la qualité du géocodage. Pour ce qui concerne les buildings, il semblerait qu'on ait une surreprésentation aussi des établissements les plus gros. Et ça renvoie au fait que quand on enlève les établissements qui ont plus de 1 voisin, et bien quelque part, les établissements qu'on retire de la base, c'est plutôt des petits établissements. Hein, il semblerait que ça joue pour le building base, mais si vous regardez le R-square, le pseudo R-square de la régression, c'est relativement faible quand même à chaque fois. Donc voilà, il ne semblerait pas qu'il y ait une sélection immense sur la base des observables. Pour le moment, nous ne l'avons pas fait, mais quelque chose qu'on pourrait faire, c'est de toute façon assigner des points du coup ensuite à nos observations pour essayer d'avoir voilà, des régressions sur un échantillon représentatif du point de vue des caractéristiques observables. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe vraiment à l'analyse maintenant enfin, voilà, que j'en ai terminé avec la présentation de la base de données et je vais présenter à la… Pour le moment, j'aurais une question. Oui. C'est plus simple. Est-ce qu'il y a des incidences des réglementations en matière d'urbanisme et de construction sur la représentativité de votre base de données? Alors, des grands établissements, par exemple. Alors peut-être ouais. qu'il y a une obligation d'être beaucoup plus, une obligation de varier effectivement les surfaces lorsqu'il s'agit de telle ou telle activité. Donc je voulais savoir voilà, s'il y avait une incidence des règles d'urbanisme ou des règles relatives à la nature de l'activité qui fait que du coup vous aviez plus facilement aussi accès à telle ou telle. Ouais. Alors, je ne sais pas. Ok, la réponse c'est je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que donc grâce à un autre fichier, on a de l'information sur le zonage de l'espace, c'est-à-dire est-ce que cet espace est à prédominance, est de manière prédominante de l'espace résidentiel, de l'espace commercial, de l'espace gouvernemental, là notamment c'est pour toutes les bases militaires, ce genre de choses, ou autre. On le met comme contrôle hein, pour voir la représentativité, mais j'avoue ne pas avoir regardé le coefficient sur ces demi pour savoir si on a une meilleure représentativité en espace commercial plutôt qu'en espace résidentiel. Je le note. Ça, c'est une chose qu'on peut regarder. Après, de l'information sur des réglementations plus précises, honnêtement, on n'a pas ça. Merci, Florian. De rien. Représenté par type de zonage. Ok. D'autres questions sur la base? Non? Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en viens à la première salve de résultats empiriques. Mais avant de vous présenter ces résultats empiriques, donc là vraiment sur les déterminants de la consommation d'espace foncier au niveau des établissements manufacturiers. Mais donc avant de vous présenter ces résultats empiriques, j'aimerais quand même voilà, proposer un tout petit cadre d'analyse. C'est vraiment pas un modèle, hein, c'est un cadre conceptuel, mais pour guider un peu l'interprétation des résultats de régression que je vais vous montrer.
Donc, ici, on ne veut pas préjuger, enfin, on ne veut pas préjuger, on préjuge un peu parce qu'on va imposer un peu de structure là au cadre conceptuel, mais on veut prendre un cadre relativement souple, donc on va supposer qu'il y a une fonction de production pour les établissements, donc un établissement I du secteur S dans une zone Z. Donc voilà, cet établissement, on va supposer qu'il y a une fonction de production CES. Qui utilise deux facteurs de production, du travail et du foncier, et avec une élasticité de substitution sigma. Et donc, eh bien, ce cadre d'analyse, sans être parfaitement général, il est plus général qu'une Cobb-Douglas, puisque vous le savez, une CES avec une élasticité de substitution égale à 1, on est dans le cas de la Cobb-Douglas, qui jusqu'à présent est utilisée, en tout cas dans les quelques travaux empiriques qui analysent le rôle de l'espace foncier comme facteur de production. Et donc, si on prend une entreprise, si on fait l'hypothèse qu'on a des marchés parfaitement compétitifs et qu'on prend donc une entreprise qui fait son choix d'input travail et capital en fonction donc du prix travail et foncier en fonction du prix du foncier PZ et du prix du travail WZ, donc là des prix qui sont des prix au niveau local, au niveau de la zone où l'entreprise est localisée, et bien à l'optimum, ce que l'on trouve, c'est que la quantité d'espace foncier utilisé, c'est égal à l'équation que vous avez là. Donc, vous voyez que puisque sigma est positif, évidemment, à nombre de travailleurs donné, la quantité d'espace foncier utilisé va être d'autant plus faible que l'espace foncier est cher par rapport au facteur travail. Ce que vous voyez aussi, c'est que si je reprends le cas de la Cobb-Douglas où sigma est égal à 1, on retrouve exactement cette idée que les parts des facteurs dans la valeur ajoutée sont constantes. Si je prends le sigma égal à 1, je me retrouve avec P fois T sur WL qui est égal à alpha sur 1 moins alpha, donc le résultat bien connu de la Cobb-Douglas. Juste, je vous présente ce petit cadre-là pour deux raisons. Donc, si on a ça en tête, une fois que je prends une version log linéarisée de cette équation-là et que je l'amène aux données, j'ai donc j'ai deux résultats importants. Donc, je log linéarise et je régresse la quantité d'espace foncier sur le nombre de travailleurs de l'entreprise, sur le prix relatif des facteurs, donc du foncier par rapport au travail, et sur des effets fixes secteurs qui vont me prendre en compte là, ce paramètre alpha S sur 1 moins alpha S à la puissance sigma. Et bien donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que au sein d'un secteur, lorsque je contrôle du nombre de travailleurs, le coefficient que j'obtiens sur le prix relatif du foncier, ça va être exactement moins l'élasticité de substitution. Et de l'autre côté, lorsque j'amène cette relation aux données, en contrôlant du prix relatif des facteurs, si ma fonction de production est bien celle-ci, je devrais avoir un coefficient de 1 sur le nombre de travailleurs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Ouais. Ça va être très, très important ensuite pour l'analyse des résultats que l'on trouve et leur interprétation. Donc, la régression qu'on va amener aux données, c'est la suivante. Donc, je vous l'ai dit, on n'a pas les prix directement des facteurs de production. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va régresser donc, la quantité d'espace foncier utilisé par l'établissement I du secteur S dans la zone Z sur le nombre de travailleurs. Donc, ça, c'est vraiment directement le grand L. Et comme proxy du prix relatif des facteurs, ce qu'on va utiliser, c'est la densité de population dans la zone Z. Je vais revenir dans un instant sur pourquoi est-ce que la densité de population dans la zone Z, ça peut être une proxy pour le prix relatif des facteurs. On contrôle de deux variables observables pour les entreprises, qui est deux variables dichotomiques qui nous identifient les exportateurs et les sièges sociaux. Headquarters, c'est siège social, ça me revient. On met des effets fixes secteurs, donc cette portion-là, là, le alpha sur 1 moins alpha, il est pris en compte. Et on met deux types d'effets fixes additionnels. On va mettre des effets fixes Economic Regions. Donc, les régions économiques au Canada, il y en a 76. Donc, on est à un niveau infra-provincial. Il y a 10 provinces et territoires. Donc là, on est vraiment au sein on est à un niveau plus fin que provinces et territoires. Et on a des effets fixes type de zonage. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un espace à prédominance résidentielle, commerciale, gouvernementale. Et donc, l'hypothèse qu'il faut acheter là
pour être convaincu de l'interprétation qu'on va faire des résultats, c'est qu'au sein des régions économiques et au sein d'un type de zonage particulier, des variations de densité de population, ça va nous renseigner sur des variations de prix relatifs de l'espace foncier. Je vois des questions qui apparaissent dans le chat. Hop. Oui, c'est Christian qui me reprend, c'est 10 provinces et 3 territoires. Hein. Donc, effectivement, il y a 3 territoires, mais les territoires, en fait, on les a enlevés de la base de données, donc retenez 10 provinces. Donc, ouais, au niveau des régions économiques et au niveau d'un type de zonage, eh bien, lorsque la densité de population augmente, on va considérer que ça nous renseigne sur l'évolution du prix relatif des facteurs. Et là-dessus, bon, ben voilà, on ne fait pas juste cette hypothèse-là parce qu'elle nous arrange. La littérature nous dit qu'on a de bonnes raisons de penser ça. Et donc, quand je parle de littérature, notamment, si on prend par exemple pour le cas de la France, les papiers de 2008 et de 2020 de Pierre-Philippe Combe, Laurent Govillon et Gilles Duranton, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils nous montrent que les salaires individuels augmentent avec la densité de population. Et ils augmentent de 3%. Et dans leur dernier article de 2020, là dans la Review of Economic Studies, ce qu'ils nous montrent, c'est que le prix des parcelles, alors ce n'est pas juste le parcelle commercial, hein, c'est aussi le résidentiel aussi, mais donc ce qu'ils nous montrent, c'est que le prix des parcelles, l'élasticité du prix des parcelles à la densité de population, elle est de 0,60. Hein, et donc, si on prend ces deux élasticités-là, en supposant, et ça pour le coup, il y a des travaux qui le montrent, hein, que la corrélation entre le prix de l'immobilier résidentiel et de l'immobilier commercial au sein des villes, elle est extrêmement forte. Donc, pour avoir un ordre de grandeur, hein, si on prend ces deux élasticités, ça veut dire que l'élasticité de P sur W, dans le cas français à la densité de population, c'est à peu près 0,57. Donc là, compte tenu de la régression que j'ai, hein, eh bien, le coefficient bêta sur la densité de population, ça va être en réalité donc le moins sigma que multiplie cette élasticité du prix relatif des facteurs à la densité de population. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. J'ai juste une question, c'est bien. Oui, cette élasticité, elle est estimée par Pierre-Philippe et co-auteur. Et c'est un truc qui est constant à travers les secteurs ou c'est possible? C'est pas fait sur la base de secteur, quoi. Enfin, donc c'est vraiment, puisque ça prend en compte c'est plutôt du résidentiel en fait. Et ils estiment des élasticités, donc pour le coup, qui sont même différentes possiblement entre grandes villes et petites villes, mais on n'a pas d'hétérogénéité sectorielle. Okay. Mais donc c'est juste pour fixer en fait un peu les idées en termes d'ordre de grandeur. Je pense que le message de ce 0,57, qu'est-ce que c'est? C'est que l'élasticité du prix du foncier à la densité de population, elle est probablement bien supérieure à l'élasticité des salaires à la densité de population. Et ça renvoie à quoi? Ça renvoie juste au fait que probablement, et là je pense que c'est assez intuitif, hein, mais le facteur de production foncier est beaucoup moins élastique que le facteur de production travail. Hein. Les travailleurs, même s'ils ne sont pas parfaitement mobiles, ils sont mobiles. Et donc l'élasticité de l'offre de travail est probablement plus grande que l'élasticité de l'offre foncière. Et donc on a toutes les raisons de penser que le prix relatif du foncier augmente et augmente assez fortement avec la densité de population. Parfait. D'autres questions? Florian, j'ai posé une question. J'essaye de me rapprocher en fait du micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là j'entends. Oui, j'ai mis une question. Je voulais savoir si donc, vous utilisez… Pardon, si vous utilisez… Voilà, brut ou net, c'est-à-dire vous avez votre surface. Ça, c'est des surfaces… de vos régions ou des Alors là, on n'est même pas au niveau des régions, donc là, on a un niveau beaucoup plus fin, par contre. Donc, merci pour la question, Catherine. Donc là, on prend la densité de population dans ce qu'on appelle l'aire de diffusion. Et donc, l'aire de diffusion, ça, c'est des unités utilisées par Statistique Canada pour le recensement. On est à un niveau, là, spatial extrêmement fin. Dans l'aire métropolitaine de Montréal, par exemple, il y a plus de 5000 aires de diffusion. Donc là, on est vraiment à un niveau extrêmement précis. Et c'est la densité de population que l'on prend là. Mais donc, du coup, excuse-moi, si vous avez des endroits, même à l'échelle de 5000, on va dire 5000 petites zones, au-delà de Montréal, hein, ça c'est juste pour Montréal. Oui, mais du coup, si votre parcelle, je vais considérer que c'est une parcelle, elle n'est pas occupée du tout par de la population. Ok, donc on prend ln de 1 plus la population.
Ok. Ouais. Il y a finalement, donc il y en a certaines hein, qui ont du coup une densité de zéro, mais c'est pas énorme. Hein. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vérifié, j'ai plus le chiffre exact en tête, hein, de la proportion qui est égale à zéro pour la densité. Tout tient lorsqu'on enlève les zones les moins denses, ok, de la régression. Et ça, bon, c'est quelque chose dont on a parlé récemment, encore une fois. Hein, c'est un travail en cours, mais dont on a parlé justement il y a 2 jours avec Théophile et Christian. Ce qu'on se dit, c'est pour peut-être avoir une mesure plus juste de la densité pertinente, plutôt que de prendre juste l'aire de diffusion, on pourrait prendre un rayon hein, autour de chaque établissement, voilà, dont la taille serait à définir. Mais Oui, oui, oui. C'est ce que j'allais dire, parce que je me demande si vous avez, dans la mesure où vous considérez la population sur la surface, je me demande si vous n'avez pas un peu enfin, quelque chose qui se mord la queue, quoi. C'est-à-dire que ce qui est utilisé pour la production dans votre surface, elle est rapportée à la population qui habite. Enfin bon, donc alors, voilà. du coup, juste, donc complètement, je prends complètement le point. Encore une fois, on s'est fait la réflexion là récemment, donc on va prendre en compte, là, je pense qu'on va pas y couper, quoi, enfin, des rayons pour prendre en compte une densité de population sur un espace un peu plus vaste. Oui, Juste, dans l'état actuel des choses, le problème n'est pas si important que ça. Encore une fois, on n'a pas tant d'observations que ça avec un zéro densité, qui est lié au fait que bien souvent les espaces sont mixtes, c'est pas complètement résidentiel et c'est pas complètement, complètement commercial. ok, merci. Donc, Je peux intervenir oui, rapide. oui, Pierre-Philippe, Oui, salut. Désolé, je suis arrivé un peu en retard. pas de souci. Juste sur ce point, ben, si tu reviens sur ton slide précédent, Ouais, mais alors, comme je suis en retard, je ne sais pas si dans quelle mesure ça joue. Il y a un truc un peu compliqué dont on s'est aperçu, en faisant le papier sur le prix des terrains, c'est qu'en fait, sur les salaires, les choses sont un peu relativement simples parce que quand on met la densité, si à côté de la densité, on met la superficie ou la population ou quoi qu'on veuille, en général, ce n'est pas significatif. Donc, en fait, la densité, c'est bien parce que ça suffit en fait pour expliquer les salaires en termes ouais, de variables de taille de là où on est. En fait, sur les prix, ce n'est pas le cas. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, et c'est pour ça qu'au début, sur les prix, ouais. on était parti à expliquer les prix par la densité. Puis, en fait, ça marchait pas bien. Et en fait, au niveau théorique, c'est assez logique parce que le modèle de la ville monocentrique, il nous dit bien qu'il y a l'ajustement à la marge intensive et extensive, et c'est bien population et superficie. Et en plus, les deux coefs, là, si vous l'avez vu, justement, les deux élasticités de population et superficie, c'est pas du tout les mêmes. Et donc, ça veut dire que non, densité seule ne suffit pas. Et donc là, à mon avis, ça aurait peut-être le coup de reméditer un peu à ça et peut-être plutôt que de mettre que densité, soit à minima, il faut l'augmenter d'autres choses, soit peut-être que finalement, le représenter sous la forme population et superficie est plus intéressant parce que du coup, c'est bien la marge intensive, la marge extensive, plutôt qu'un seul paramètre de densité qui, nous, sur les prix des terrains, voilà, ça change vraiment un peu les choses. Et ce qui est sympa, c'est qu'au niveau policy, après, on peut bien distinguer, est-ce qu'on augmente juste la population à superficie donnée parce qu'il y a des land use regulations qui font qu'on ne peut pas augmenter la superficie machin, ou est-ce qu'on augmente la population en laissant la fringe s'ajuster et ça donne des choses en fait assez différentes. Donc on fait un peu cet exercice-là. Là, et voilà quoi. Donc moi là, naturellement, quand on commence à mixer prix et salaire, je pense qu'il faut deux variables de taille locale et densité. Elle ne fait plus trop le job seule, alors qu'elle le fait très bien hein, sur salaire, productivité. Là, on n'a jamais réussi à faire sortir quoi que ce soit. Quoi que ce soit, ouais. Alors, tout à fait. Et donc, tout à fait. Donc ça, je prends complètement le point. Du coup, là, cette variable de densité, on va vraiment distinguer superficie et population. Et juste pour ceux qui nous écoutent, pas juste Pierre-Philippe, là, dans le 0,57 qu'elle a, donc le 0,6, c'est vraiment l'élasticité des prix des parcelles en France à la population en contrôlant de la superficie. Hein. Donc, une fois qu'on contrôle la superficie, une variation de la population, c'est bien une variation de densité. Mais donc, nous, pour être le plus proche possible de ça, effectivement, on va séparer population et densité. Merci. Du coup, si on en vient au résultat, vous avez donc ici le tableau où on vous présente donc 3 mesures, la superficie des parcelles, superficie de l'empreinte au sol des bâtiments et la mesure floor space et
3 régressions, une juste avec la densité de population, qu'on va donc séparer dans les prochaines versions entre population et superficie de l'aire de diffusion, une où on rajoute le nombre d'établissements et une où on rajoute les 2 demi, exportateurs et siège social. Tout ça, donc, on contrôle d'effets fixes, encore une fois, secteur au niveau 4 digits, régions économiques et type de zonage. Je ne vais pas passer, et surtout que le temps file, je ne vais pas passer tous les coefficients en revue, juste 2 messages importants. Si vous regardez donc le coefficient sur le nombre d'employés, ce que vous voyez, c'est que ce coefficient, quelle que soit la mesure de consommation d'espace foncier utilisée, il est très loin de 1. Il est très loin de 1 et il est précisément loin de 1, puisque si on prend en compte l'écart type, clairement, cette élasticité ici de la superficie d'espace foncier utilisé au nombre de travailleurs, elle est plutôt comprise entre, mettons, 0,35 et 0,45. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que la quantité d'espace foncier par travailleur utilisé, eh bien, en réalité, donc, elle diminue avec la taille des établissements en termes de nombre de travailleurs. Donc, on n'a pas du tout cette élasticité égale à 1 qu'on devrait avoir si on achète notre cadre conceptuel, on a une élasticité qui est très inférieure à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, ce qui manque ici, il manque en fait, dans ce cadre conceptuel, un coût fixe. Pour rationaliser le fait qu'à prix relatif des facteurs donnés, l'élasticité de la quantité d'espace foncier utilisé au nombre de travailleurs n'est pas égale à 1, encore une fois, within sector et avec tous les contrôles qu'on a, eh bien, pour le rationaliser, on a besoin, et bon, ça ne paraît pas complètement absurde, de penser qu'une partie de cet espace foncier utilisé par les établissements manufacturiers, elle est fixe. Et donc penser aux espaces de convivialité, aux sanitaires, aux espaces nécessaires pour les escaliers lorsqu'il y a des étages, etc. Il y a des quantités incompressibles d'espace que l'on utilise. Donc ça, je crois que c'est le premier message vraiment important qui ressort de ce tableau de régression. Le deuxième message important qui ressort, c'est que, eh bien, à quantité de travailleurs donnés, eh bien, l'élasticité de la quantité d'espace foncier à la densité de population, elle est très faible. Donc, elle est négative et significative clairement uniquement pour la taille des parcelles, avec un coefficient de moins 0,11. Si on a en tête, donc c'est un petit peu héroïque, puisque effectivement, donc là, l'élasticité de 0,57, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, bon, d'une part, c'est la France, c'est pas le Canada, voilà, il y a un certain nombre d'approximations qu'on fait là, mais si vous avez en tête quand même cet ordre de grandeur-là, de 0,57, ça veut dire ici, si on achète encore une fois le cadre conceptuel ou du coup le coefficient que j'obtiens sur la densité de population, c'est ce 0,57 fois le sigma, ça veut dire que le sigma, il est à peu près égal à 0,2. Donc, en réalité, on est très loin d'un coefficient égal à 1. Pour qu'on ait un coefficient égal à 1, ça voudrait dire à ce moment-là que le moins 0,11, ce serait l'élasticité du prix relatif du foncier à la densité de population au Canada. Ça voudrait dire quelque part une offre de foncier extrêmement élastique. Donc, une élasticité très faible, significative pour l'espace, pour la superficie des partiels, mais trop faible en valeur absolue pour imaginer que l'élasticité de substitution entre le nombre de travailleurs et l'espace foncier, la quantité de foncier est égale à 1. Et puis, si vous regardez, en fait, pour l'empreinte au sol, là, c'est carrément non significatif et c'est à peine significatif pour l'espace intérieur. Donc, tout ça, ça nous fait dire que clairement, probablement, l'approximation Cobb-Douglas pour prendre en compte le rôle de l'espace foncier dans le processus de production est une hypothèse qui n'est pas très fidèle à ce qu'empiriquement l'espace foncier joue comme rôle dans le processus de production des entreprises, en tout cas des entreprises manufacturières. Donc, 2 messages importants de ces premiers résultats. L'espace foncier, il y a une partie probablement non négligeable qui est un coût fixe pour les établissements manufacturiers. Et deuxième message important, l'espace foncier est complément plus qu'il n'est substitut des autres facteurs de production au sein de l'établissement. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non?
Donc clairement, je crois que le message qui ressort ici, c'est que si on veut prendre en compte ou analyser aller plus loin dans l'analyse de la contribution de l'espace foncier au processus de production des établissements, important de prendre un cadre d'analyse qui ne soit pas la Cobb-Douglas, mais de prendre un cadre d'analyse qui prenne en compte ce coût fixe et le caractère complémentaire des facteurs de production. Je vais passer très vite là-dessus parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Juste si on fait une analyse de décomposition de variance, retenez que avec les effets fixes qu'on met, les caractéristiques observables, la densité de population, etc., au maximum, on explique à peu près, on explique moins de 50% de la variation dans la quantité d'espace foncier, quelle que soit la mesure utilisée entre les établissements. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de l'idiosyncrasie assez forte dans cette utilisation d'espace foncier par les établissements manufacturiers. Et la part expliquée par le nombre de travailleurs, c'est au maximum une trentaine de %. Donc ça renvoie encore une fois à cette idée qu'il y a de la complémentarité, mais il y a aussi du coût fixe et que donc le nombre de travailleurs ne fait pas tout. OK. On y va maintenant, s'il n'y a pas de questions, avec deux applications. Donc première application, l'analyse des gradients en matière de consommation d'espace foncier par les établissements manufacturiers. Donc le modèle du point de vue résidentiel, le modèle de la ville monocentrique a des prédictions très claires en termes de gradients. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne des centres urbains, on devrait avoir un prix des maisons, un prix de l'espace foncier qui diminue, une quantité d'espace foncier consommé qui augmente et un capital to land ratio. Capital to land ratio, c'est mesuré en général par la superficie des bâtiments par rapport à la superficie des parcelles. Plus ce ratio est élevé, plus ça veut dire qu'on bâtit en hauteur. Et donc, plus on s'éloigne des centres-villes, moins on devrait bâtir en hauteur, c'est-à-dire que la superficie des bâtiments par rapport à la superficie des parcelles devrait diminuer. Quand les constructions sont de plus en plus basses au fur et à mesure qu'on s'éloigne des centres-villes. Compte tenu de ce qu'on vient d'évoquer, notamment du caractère complémentaire de l'espace foncier avec les autres facteurs de production de l'entreprise, eh bien, c'est plus du tout clair que ces gradients devraient être vérifiés pour les entreprises manufacturières. Donc, pour aller voir un peu ce qu'il en est en matière de gradients, ce qu'on fait, c'est qu'on va identifier des centres au sein des aires métropolitaines canadiennes. Donc là, pour identifier des centres, c'est-à-dire avoir une latitude et une longitude pour un ou plusieurs centres au sein des aires métropolitaines, là, on utilise un algorithme qu'on a utilisé par ailleurs avec Christian, Julien, qui sont donc tous les deux ici aussi dans l'assistance, Ebrahim dans un papier sur la gentrification à New York. Donc en gros, on cherche des clusters de blocs de recensement, dans le cas présent d'aires de diffusion, qui ont des densités de population élevées. Je vous passe les détails. Il y a un algorithme pour identifier ces clusters. Et donc, quand on a des paquets d'aires de diffusion très denses, on identifie ça comme un centre. Et vous voyez que, par exemple, dans le cas de Montréal, eh bien, on a 3 centres ici qui sont identifiés. Et donc, une fois qu'on a ces centres, eh bien, puisqu'on a aussi la latitude et la longitude de chacun des établissements, on peut construire la distance de chaque établissement avec le centre le plus proche. Et donc, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on conduit la même régression que celle que j'ai présentée tout à l'heure, la quantité d'espace foncier utilisé par un établissement, expliquée par le nombre de travailleurs, des variables dichotomiques identifiant les exportateurs et les sièges sociaux, tout un tas d'effets fixes et la distance. Ce que vous trouvez, c'est que la taille des parcelles, elle augmente, effectivement. L'élasticité, c'est une semi-élasticité ici, ce n'est pas le log de la distance, c'est vraiment la distance en lien avec ce qui se fait dans cette littérature sur les gradients. Et donc, on a un coefficient positif et significatif. Donc, on a bien un gradient qui est assez intuitif. Au fur et à mesure que les établissements s'éloignent des centres urbains, eh bien, ils peuvent avoir des parcelles de plus en plus grandes. Mais ce n'est pas du tout le cas pour l'empreinte au sol des bâtiments et ce n'est pas du tout le cas non plus pour l'espace intérieur au sol. Donc, ça, ce à quoi ça renvoie au fait qu'en matière d'espace intérieur, compte tenu de la complémentarité de cet espace avec les autres facteurs de production, eh bien, lorsque vous vous éloignez des centres, ce n'est pas vrai que du coup, vous avez des bâtiments plus grands. En revanche, vous pouvez éventuellement avoir des espaces extérieurs plus grands, espaces extérieurs qui peuvent être utilisés pour du stockage, par exemple, et donc, qui est aussi utilisé pour la production, mais plutôt en matière de stockage.
Donc là, une différence entre espace extérieur et espace intérieur en tant que facteur de production pour les établissements manufacturiers. En ce qui concerne la hauteur des bâtiments, donc ce capital to land ratio, floor to area ratio, on trouve bien aussi là un coefficient négatif et significatif. Donc ça renvoie au fait que les bâtiments sont de plus en plus bas. Ça renvoie juste au fait que la taille des la superficie des bâtiments par rapport à la superficie de la parcelle, eh bien, elle diminue avec la distance au centre. Donc ça renvoie aussi au fait, encore une fois, c'est une autre manière de voir ce même résultat. Les établissements manufacturiers ne sont pas nécessairement dans des bâtiments plus grands, mais ils sont sur des parcelles plus grandes au fur et à mesure qu'ils s'éloignent des centres. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de questions? Est-ce que je peux prendre 3 minutes pour la dernière application? Je crois que j'ai déjà un peu dépassé, Lionel, mais en 3 minutes, je pense que je peux donner un petit peu les principales intuitions sur ce qu'on fait en matière de lien entre le foncier. On a le temps. OK. Donc, deuxième application de notre base de données, on revisite la mesure de la concentration spatiale des industries manufacturières en prenant en compte l'espace foncier. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On repart là de l'indice de concentration de Duranton et Overman de 2005. Pour ceux qui ne l'auraient pas complètement en tête, qu'est-ce que font Duranton et Overman? Ils mesurent la concentration spatiale, donc là, en espace continu, en gros, ils prennent tous les établissements au sein d'un secteur, ils calculent les distances bilatérales entre pour chaque paire d'établissements, et ils regardent la densité de la distribution, la densité de cette variable de distance bilatérale, et ils comparent donc cette densité des distances bilatérales observées à une densité que l'on aurait observée si les établissements étaient réassignés de manière aléatoire dans l'espace. Et donc, eh bien, si la densité des distances bilatérales observées à de faibles distances est clairement plus élevée que celle que l'on aurait si on avait une distribution aléatoire des établissements, ça veut dire qu'il y a une concentration spatiale des établissements à des distances proches. Inversement, si on observe une surreprésentation des grandes distances entre établissements par rapport à ce qu'on devrait observer en cas de distribution aléatoire, ça veut dire qu'on a de la dispersion des établissements. Toute la question qui se pose quand on fait ça, c'est quelles sont les alternatives pour un établissement? On observe où est-ce qu'un établissement est localisé, mais la question, c'est quelles seraient ces localisations possibles? Donc, dans le Duranton et Overman de 2005, eh bien, tous les endroits où on observe les établissements sont considérés comme étant des localisations possibles pour les établissements. Donc, vous prenez l'ensemble des localisations des établissements manufacturiers, puis vous réallouez les établissements d'un secteur entre toutes les zones où on observe des établissements. Christian, avec un de ses anciens doctorants, qui s'appelle Théophile aussi, a fait ça pour le Canada. Clairement, si on se dit que tous les établissements n'ont pas la même taille, ce n'est pas clair que tous les sites de production soient des alternatives pertinentes pour chaque établissement. Gilles et Henry prennent ça en compte dans une extension en 2008 de leur indicateur où ils classent les établissements par classe de taille en termes de nombre d'employés. Et ils font des réallocations, mais au sein des classes d'employés. Donc, on regarde où sont localisés tous les établissements, je dis n'importe quoi, de plus de 250 employés. Et puis, on va considérer comme alternative pertinente toutes les zones où on a des établissements de plus de 250 employés. Mais on ne considère plus qu'un établissement de 20 employés pourrait avoir comme alternative pertinente un site où il y avait un établissement de 250 employés. Le problème, c'est que nous, ce qu'on a montré ici, c'est que la taille en termes de nombre d'employés n'est pas forcément une proxy idéale pour la taille des sites de production vraiment en termes d'espace foncier. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que, on va faire des classes, non pas en termes de nombre d'employés, mais on fait des classes en termes de superficie des parcelles. Donc là, vous avez, en fait, on a fait aussi les classes en termes de nombre d'employés et vous voyez, en fait, on a nos classes en termes de superficie des parcelles, nos classes en termes de nombre d'employés et vous voyez que, effectivement, là, ce tableau vous montre que la taille en termes de nombre d'employés est loin d'être une mesure parfaite de la superficie des parcelles occupées par les établissements, puisque si c'était le cas, on ne devrait avoir que des chiffres plus ou moins sur la diagonale. Là, on voit bien que, il y a du bruit. Qu'est-ce qui se passe quand on fait du coup la mesure de l'indice d'agglomération de Duranton-Overman en réallouant de manière aléatoire donc, les établissements au sein d'une classe en termes de superficie
et non pas en sein d'une classe en termes de nombre d'employés. Vous avez ici pour deux secteurs différents. Dans le secteur de l'habillement, voilà, la représentation de ce que l'on a selon qu'on utilise. Donc en rouge, vous avez la distribution observée, les distances bilatérales. En pointillé, vous avez les intervalles de confiance où on devrait avoir donc la densité de ces distances bilatérales si on utilise tous les sites possibles. Et en bleu, vous avez les intervalles si on se restreint aux sites pertinents du point de vue de la superficie des parcelles. Le message principal de tout ça, j'ai plus tellement le temps de rentrer dans les détails, mais c'est que ça va changer un peu les choses du point de vue de la classification des secteurs en termes de est-ce qu'ils sont agglomérés, est-ce qu'ils sont dispersés, est-ce qu'ils ont une distribution random. Donc, lorsqu'on utilise en gros un threshold en termes de valeur de l'indice à certaines distances pour dire c'est aggloméré ou c'est dispersé, on va pouvoir avoir d'un secteur à l'autre, pour un secteur donné, voilà, des variations dans la qualification du secteur en termes d'aggloméré ou de dispersé, mais le big picture, qui est que globalement, les industries manufacturières sont relativement peu agglomérées spatialement, reste le même, que l'on prenne en compte le foncier ou pas. Ok, je crois que je vais m'arrêter là. Donc, vous avez une bonne idée de ce que nous sommes en train de faire là. Donc, on a construit une base de données qui nous permet de mesurer très concrètement l'espace foncier utilisé par les établissements manufacturiers au Canada. Grâce à cette base, on montre que la consommation d'espace foncier, elle a quand même une composante coût fixe qui est probablement non négligeable. Il y a aussi, les résultats montre qu'il y a plutôt de la complémentarité entre l'espace foncier et les autres facteurs de production qu'une élasticité de substitution égale à 1. Donc, ça amène à relativiser quand même assez fortement l'utilisation de la Cobb-Douglas pour analyser le foncier dans la fonction de production. Et puis, ça change la mesure de l'agglomération. Clairement, si on mesure la quantité d'agglomération en excès par rapport à une distribution aléatoire, ça va changer un peu la donne. Mais pour la classification, est-ce que vraiment il y a beaucoup d'agglomération ou pas? Là, prendre l'espace foncier ne change pas le big picture. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Florian, pour ta présentation. On a encore un peu de temps pour quelques questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Moi, j'avais une question, c'est Julien encore. J'avais une question. Florian, c'était par rapport à cette élasticité de l'end au nombre d'employés qui est inférieur à 1. Et donc, vous vendez pas mal cette idée que c'est sûrement un coût fixe. Mais clairement, l'end, c'est un facteur qui n'est pas facile à ajuster. Donc, c'est pas évident que si tu as besoin d'un mètre carré supplémentaire, tu peux le construire et que tu vas… Tu sais, il y a de la lumpiness dans la taille de tes parcelles. Et probablement que si à un moment tu dois t'agrandir, il y a de bonnes chances que tu déménages plutôt que tu t'agrandisses la taille de ta parcelle. Et du coup, je me demandais si, en termes de modélisation, si c'est une histoire de coût fixe ou c'est vraiment une histoire de coût d'ajustement. Et une manière de voir ça, je me disais, est-ce qu'il y a possibilité, je me souviens plus si vous avez une dimension temporelle dans vos données, mais est-ce que ce serait possible de voir la même entreprise dans une parcelle, comment varie son emploi? Et tu vois, parce que c'est possible que tu es ton entreprise et en 2012, tu es 7 employés, après tu passes à 20 employés, après tu redescends à 15 et tout ça alors que tu es resté sur la même parcelle. Donc, ça donnerait une idée ce serait une manière de borner ça et de dire, OK, c'est pour tel range, voilà à partir de quand on commence à observer une sensibilité de l'end au nombre d'employés, mais pour plein de petits changements, il n'y a pas ce truc-là. Je ne sais pas, c'est juste… Non, tout à fait. Donc là, je retiens complètement, c'est vraiment très juste. Une autre manière de rationaliser, ce ne serait pas le coût fixe, mais il y a un coût d'ajustement, il y a une rigidité. Quelque part, ça renvoie quand même à une idée de rigidité. Qu'on parle de coût fixe ou qu'on parle de coût d'ajustement, il y a une rigidité quelque part dans la consommation d'espace foncier. Mais effectivement, donc, on n'exploite pas du tout là, la dimension panel des données. Il faut qu'on réfléchisse, mais il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire là-dedans avec ça pour discuter un peu plus loin, cette distinction. Merci, Julien. Je peux rajouter quelque chose? Oui, Chris? Christian.
Oui, donc ça, effectivement, c'est le problème fondamental, c'est qu'on a vraiment, vraiment beaucoup de mal à suivre les relocalisations d'établissements. Et ça, je pense que dans n'importe quel jeu de données, ça va être problématique parce que souvent, donc soit c'est vraiment des mouvements à courte distance, genre on a besoin de plus d'espace, on change de rue, ou soit c'est des mouvements à plus longue distance. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que les mouvements d'établissement, c'est on change d'identifiant. Parce Ok, que mais lorsqu'une entreprise bouge, elle va faire plein de choses en même temps. Elle va utiliser ça pour… ouais, j'avais bien ça en tête, Chris, mais du coup, oui. moi, ce que je proposais, c'était au contraire de garder les entreprises qui restent dans la même Qui parcelle. reste. Mm. Donc, Et tu sais, la regarder les taille de ta variations parcelle ou d'emploi. la taille de du floor, elle ne bouge pas. Et tu regardes comment varie l'emploi au sein de celle-là. Tu vois, juste pour voir quelle est c'est plutôt, au lieu de mesurer la sensibilité, c'est l'absence de sensibilité. Jusqu'à combien tu peux… Est-ce que les entreprises qui restent sur une parcelle, elles bougent de 10% vers le haut, vers le bas par rapport à l'emploi moyen, ou tu peux observer des entreprises qui restent dans la même parcelle alors qu'elles doublent ou qu'elles triplent leur nombre d'employés? C'était plus dans ce sens-là. Donc, c'était plus se focaliser sur celles qui restent et voir la Oui, mais volatilité de l'emploi. le problème, c'est qu'on ne va pas voir celles qui restent et celles qui ne restent pas. Ça va être super mal mesuré. OK. Enfin, on peut y réfléchir, mais je suis pas sûr on va voir énormément de choses, quoi. D'autres questions? Je vois Jacques qui me dit en termes de quel facteur est-ce qu'on mesure le coût fixe. Donc là, on ne le mesure pas encore directement, le coût fixe. Nous, ce qu'on dit, on donne une interprétation de l'élasticité entre la quantité de foncier et le nombre d'emplois qui est très inférieur à 1 en disant que donc, le foncier a probablement une dimension coût fixe. A probablement une dimension coût fixe. Donc là, la discussion qu'on vient d'avoir montre qu'une autre explication possible de cette élasticité plus petite que 1, ce serait des coûts d'ajustement. Plus important. Mais effectivement, c'est bien par rapport au foncier qu'on parlait de cette idée de coût fixe. Catherine me dit qu'effectivement, elle pense qu'il faut utiliser avec précaution la densité. Donc, je pense que là, l'idée, c'est effectivement, est-ce qu'avec la densité de population au sein de l'aire de diffusion, on capte la bonne échelle pour le marché des facteurs de production. On va vraiment là avoir une discussion avec Christian et Théophile là-dessus pour voir à quel rayon il faudrait prendre la densité de population autour de l'établissement pour avoir une bonne approximation du marché des facteurs. Et donc, être plutôt confiant dans le fait que cette densité de population nous capte bien des variations, toutes choses égales par ailleurs, de prix relatifs des facteurs. Florian, juste pour revenir dessus, parce que j'y pensais là, c'est un super point là de Pierre-Philippe aussi sur de prendre densité et population, parce que le problème auquel on n'a pas réfléchi, c'est que tu mets de la superficie à gauche, tu mets de la superficie à droite, mais de la superficie à droite, si tu la mesures à une échelle spatiale fine, elle va être résiduelle, elle va être fortement liée à ce que tu as à gauche. Ouais. C'est-à-dire, si tu as les gros établissements qui prennent une grosse partie de l'aire de diffusion, de l'aire de diffusion pour produire, donc du coup, tu vas mécaniquement à population donnée faire augmenter la densité. Ouais. Non, donc ça pousse vraiment à la fois pour bien distinguer les deux, enfin voilà, splitter la densité en population et superficie de l'aire de diffusion, et puis aller au-delà de l'aire de diffusion et de prendre un rayon plus vaste, plus large. Oui, puis par rapport à ce que disait Julien, ce qui serait super, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire, c'est de regarder les variations d'emploi des entreprises. Et dans un monde idéal, on verrait celles qui changent d'endroit parce qu'elles deviennent trop grosses et celles qui restent là. Puis ça nous donnerait une sorte de mesure de jusqu'où est-ce que ton ratio land-travail ou land-capital peut devenir sous-optimal avant que tu bouges. Et on pourrait utiliser ça pour inférer quelque chose aussi sur les moving costs, par exemple. Ouais. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire. Catherine, donc je voulais juste revenir. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement le problème, si tu veux, de la densité, ce que j'appelle brut ou net. La densité nette, c'est quand tu rapportes la superficie occupée par ce que tu mets au numérateur. Donc, si tu mets ta population sur ta surface occupée par la population, ou si tu mets la surface totale. Et même chose quand tu prends tes établissements. Donc là, comme vous êtes sur des espaces dans lesquels il y a une concurrence pour l'occupation du sol entre éventuellement des entreprises
ou des ménages, et que ce n'est pas toujours le cas en fonction de l'affectation de l'usage qui peut être fait, d'où ma question aussi sur la réglementation. Je pense qu'il peut y avoir une distorsion avec le fait de prendre population sur superficie sans un petit peu plus de précaution. Maintenant, je sais que c'est très difficile d'aller dans des mesures beaucoup plus fines du phénomène qu'on veut, ou plus justes du phénomène qu'on veut observer. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il fallait être prudent parce que du coup, la densité, ça peut vouloir dire plein de choses en fait, quand on prend cette densité. Voilà. Et puis, j'avais une chose sur ce que venait de dire Christian, puis je viens d'oublier dans mon… Oui, si, pour vos variations d'emploi, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est qui serait extrêmement pertinent à prendre en considération. Et je me demandais si dans la distribution que vous aviez de vos entreprises, déjà pour des entreprises qui sont de même nature, c'est-à-dire qui sont dans le même secteur d'activité, est-ce que du coup vous observez déjà une variabilité de cette mesure du nombre de travailleurs en fonction de la surface? Déjà, ça pourrait être une approximation en fait déjà de la variable d'ajustement et de la remarque de Julien, quoi. Et donc ça, en plus, là je ne l'ai pas présenté, mais on sort tout un tas de statistiques là, qui seront mises une fois que le papier sera sorti, qu'on mettra à la disposition sur la quantité moyenne d'espace foncier par travailleur utilisé par secteur et du degré de variabilité. Donc ce qu'on observe, c'est que cette moyenne, elle varie pas mal d'un secteur à l'autre, mais l'hétérogénéité au sein des secteurs varie aussi, quoi. Donc, non, tout à fait. Okay, merci. Pas d'autres questions? Jacques a une question. Oui, Jacques? Tu m'entends, Florian? Parfaitement. Voilà, je voulais demander si tu vois comment on pourrait modéliser cette idée de complémentarité, parce qu'elle est plus générale que dans le cas du sol et d'autres facteurs de production, mais on a un souci, si tu veux, avec les modèles que l'on a depuis longtemps. Il y a une espèce de fixation de dire on a la substitution dans la production, on a aussi, dans la consommation, pardon. Donc, on a aussi de la substitution dans la production et donc on peut réutiliser tous les outils qu'on a, en particulier la CES. Mais en fait, non. On sait bien quand on discute, par exemple, avec des entrepreneurs ou des gens qui connaissent des entreprises, qu'il y a pas mal de complémentarités qui existent. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous avez regardé déjà comment vous pourriez modéliser ça de manière traitable analytiquement, quoi? Non, c'est sur la to-do list. Donc, pour rien vous cacher, on réfléchit à poursuivre. Donc là, on a construit cette base de données. L'idée, c'est de développer un agenda de recherche un peu autour de cette prise en compte du foncier. Et donc, notamment, à réfléchir à un cadre estimable Mais alors, plus généralement, est-ce que dans la littérature, vous avez regardé ou trouvé des choses où on garde on étudie Non, donc ce que je disais, dans la littérature, tout ce qu'on a trouvé, donc il y a deux choses. Donc les deux papiers empiriques qui regardent la contribution du foncier à la production. Donc, c'est un papier de Gilles, Bilker et deux co-auteurs qui estiment une fonction de production comme Douglas. Et un autre papier d'Ariditi Assoud qui, elle, regarde des coûts d'ajustement, mais en termes justement d'extension, en termes de parcelles, mais qui à un moment estime aussi une fonction de production sur données indiennes toujours. Oui, mais pas uniquement au niveau du foncier, si tu veux. Le problème de la complémentarité qui est très intéressant, il est même plus général. Est-ce que vous avez eu l'occasion de trouver des papiers qui posaient cette question? Oui, alors, et nous, c'est pour ça que, en gros, c'est la direction dans laquelle on va, c'est d'utiliser quand même la CES, mais en laissant le sigma plus flexible. Donc, vous avez des papiers récents par Devesh Raval et Oberfield qui estiment des fonctions de production CES avec travail et capital et qui montrent que cette élasticité de substitution, elle est clairement inférieure à 1. Donc, eux, ils trouvent sur données américaines une élasticité de substitution comprise entre 0,4 et 0,6. Nous, l'idée, là, qu'on aurait, c'est d'aller dans une forme de nested CES, donc à voir ensuite comment est-ce qu'on arrive à estimer ça, mais vous pouvez imaginer une fonction de production à trois facteurs, foncier, capital au sens de machine, travail, et où vous avez un premier nest qui est entre le foncier et un bundle travail et machine, et un deuxième nest qui est le bundle CES, machine et facteur travail.
Et empiriquement, la CES, il y a des choses qu'on peut faire ensuite pour estimer ces fonctions de production. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais là, dans tout ça, il n'y a toujours pas de coût fixe, en revanche. Florian, là, ça me fait penser à un papier de Pfluger, etc., dans lequel ils ont une fonction de production où ils utilisent de la terre, du sol, et effectivement, ils considèrent une partie variable et une partie fixe. Et ça c'est dans un schéma d'économie géographique. Hein. Je ne sais pas si ça peut être adaptable à votre. Donc, c'est Pfluger et. Attends, je suis désolée, je suis très mal installée chez moi. C'est Michael Pfluger, c'est ça? Ouais, et je suis très mal installée, donc j'arrive pas à remettre mon. C'est Pfluger et Tabouki, oui. Et Tabouki, ok, parfait. Ok, et donc, mais c'est dans un contexte d'économie géographique, hein, c'est pour la RSE, le State of Region Land Use, où ils se trouvent dans un département à partir du modèle. On t'entend plus, Catherine. Ils regardent à partir d'un modèle à la Helpman. Ok, je crois que je vois. Ils ont une fonction de production qui va peut-être un peu dans votre sens, mais c'est vite fait comme ça que je viens de regarder ça. Donc, Très bien. Eh ben, je vais aller regarder ça, parce que donc là, vraiment, on va pousser un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire maintenant voir comment, compte tenu de ces deux festilisés là qu'on met en lumière et qu'on pousse, voir quelle est la manière de modéliser ça qui se prête le mieux, parce qu'il y a plusieurs manières de modéliser effectivement une composante coût fixe et de la complémentarité, mais de voir quelle est la manière qui se prête le mieux ensuite à l'estimation empirique. Merci. Mais Florian, il n'y a peut-être pas que la modélisation. Hein. Ce serait intéressant d'avoir quand même une théorie de la production où on intégrerait explicitement la complémentarité et de voir dans quelle mesure cela modifie des résultats forts de la théorie de la production. Oui. Ok. Du point de vue théorique. Hein. Oui, non, c'est pas juste avoir un cadre conceptuel qui permette d'amener aux données, mais de voir, vraiment, dans des modèles. Ok. Non, mais si tu prends les grands textbooks, même ceux avancés comme Mascolel ou d'autres, la plupart des gens te parlent des trucs de substitution avec un petit commentaire en passant où on paie lip service en disant, mais en faisant ça, on a de la complémentarité, mais de dire, bon, une fois qu'on introduit de la complémentarité en certains facteurs, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les implications, si tu veux, dans un modèle un peu plus général, quoi. Tout à fait. Une question, là, pour le coup, qui intéresse les gens d'économie urbaine et qui, moi, m'intéresse plus particulièrement parce que j'y travaille en ce moment, c'est sur le partage des gains d'agglomération, par exemple. Donc, on sait que la densité augmente la productivité. Il y a une partie qui va vers le facteur travail. Est-ce que tout va vers le facteur travail? Si le capital n'est pas parfaitement mobile, tout n'ira pas vers le facteur travail. Donc, il peut y avoir un changement du coût relatif des facteurs en fonction de la densité. Et là, l'impact sur la part des facteurs dans la valeur ajoutée va dépendre de comment est-ce qu'on peut ajuster les facteurs Et donc là, typiquement, quand on a en tête ce qu'on a, la plupart du temps en tête, la Cobb-Douglas, cette question est sans enjeu, puisque du coup, avec la Cobb-Douglas, la part des facteurs est constante. Dès qu'on relâche ça, effectivement, il se trouve que je travaille un peu là-dessus en ce moment, beaucoup là-dessus en ce moment, c'est plus compliqué. Et ça change, ça change. Mais tu as quand même besoin d'un modèle théorique de référence pour ça, non? Ok. Vous voulez dire un modèle full-fledged, quoi. C'est ça. Un modèle théorique dans lequel tu peux étudier substitution ou complémentarité. Par exemple, tu prends une fonction de production quadratique. Oui. Selon que tu as un coefficient positif ou négatif, tu as de la substitution, tu as de la complémentarité. Oui. Et puis de voir comment un certain nombre de résultats, même théoriques, peuvent être affectés par ça. Le fait d'introduire réellement de la complémentarité dans la théorie de la production. Non, je suis d'accord. Non, tout à fait. Et pas simplement, comme j'ai dit, une petite phrase qu'on ajoute. On pourrait non, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord.
Non, tout à fait. Et je crois que c'est un peu l'idée là qu'on essaye de pousser, quoi. Enfin, donc là, pour le moment, on montre Mais oui, empiriquement mais qu'il comme y a les résultats empiriques sont intéressants, ce serait intéressant de de peut-être. voir le truc. Je suis d'accord. Donc je dis, nous, ce sur quoi on pense, enfin, on pourra peut-être continuer après la discussion, quoi. Enfin, mais ce vers quoi on Oui, penche, c'est oui, se dire, arrête. est-ce qu'on peut exploiter la CES, quoi. Enfin, et donc la CES avec la flexibilité qu'elle autorise dans la valeur du sigma voilà, pour revisiter un certain nombre de résultats. Pour le moment, c'est ce à quoi on a pensé, mais si vous avez d'autres idées, enfin, je veux dire, on serait ravis, je pense, On en d'en parler. reparlera. On en Avec reparlera, grand plaisir. Stéphane. Ouais. OK. Moi, je pense que ça, c'est super important, mais le problème fondamental, c'est qu'avec des complémentarités, on va avoir toutes les belles propriétés d'unicité, etc., qui vont disparaître, quoi. Donc, il y a des choses qui vont devenir relativement compliquées. Nous, on l'a fait récemment, par exemple, avec Gabriel Alfeld et avec Thilo Albers dans un papier, mais c'est où on a vraiment de la complémentarité stricte, c'est-à-dire on modélise simplement des entreprises où pour chaque travailleur, j'ai besoin d'une certaine superficie donnée de office space. Donc, c'est vraiment de la complémentarité stricte. Et on a un modèle avec des indivisibilités et avec du matching, quoi. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui donne des bons résultats lorsqu'on le simule. Mais après, qu'est-ce qu'on peut raconter d'un point de vue vraiment théorique dessus? Pour l'instant, c'est compliqué. OK. Donc, Merci, Christian. mais je pense que c'est vraiment une question intéressante, surtout pour le foncier. Parce que, par exemple, si on regarde des résultats genre sur le sorting spatial à la Gobert, donc on va écrire plein de modèles qui vont dire ouais, mais donc j'ai un peu plus d'entreprises dans un endroit que dans d'autres, mais dans les données, on voit juste que dans la plupart des endroits, il n'y en a pas. Et c'est juste, je vais pas avoir de haut fourneau à un endroit parce que je peux pas le scaler à 30 mètres carrés. C'est pas possible. Il me faut 3000 mètres carrés. Et je peux pas aller en dessous. Donc ça va renforcer beaucoup de résultats qu'on voit dans les données en termes d'agglomération, en termes de sorting, etc. Mais c'est juste que je suis pas sûr qu'on soit équipé avec les bons outils parce qu'on adore notre calcul différentiel, notre continuité, tout va être bon à la marge. Et je ne suis pas sûr que si on veut vraiment développer quelque chose sur la complémentarité dans la production, qu'on puisse